L'antispécisme s'oppose-t-il à l'humanisme? Et de fait, est-ce que les antispécistes sont moins concernés par les luttes humaines? L'antispécisme, c'est de l'anti-humanisme. Le défaut de cette époque, c'est de toujours chercher encore d'autres formes d'organisation entre les hommes, et même ici, dans le cas de l'antispécisme, au détriment de l'homme. Mais je trouve cette idée d'égalité des espèces vivantes et de l'homme et des autres espèces extrêmement inquiétante sur le plan philosophique. Pourquoi? C'est-à-dire c'est vraiment c'est une sorte d'anti-humanisme radical. Et je dirais que le véganisme aujourd'hui, finalement, c'est une nouvelle idéologie politique qui entend, je crois, saper ce qui constitue les barrières entre les espèces et remettre en cause l'humanisme. Et donc il s'agit maintenant que les antispécistes soient un peu plus honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils acceptent de dire qu'ils préfèrent demain privilégier les intérêts des animaux, parfois au détriment des nôtres. Il ne me semble pas aujourd'hui prioritaire de se préoccuper des animaux à tel point que l'on finisse par dégrader les intérêts des humains. C'est une critique récurrente qui est faite aux antispécistes, aux véganes et plus largement aux animalistes. Les intérêts des animaux seraient prioritaires sur ceux des humains. L'antispécisme serait une forme d'anti-humanisme. Et en fait, c'est pas tout à fait faux. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. En fait, tout dépend de ce qu'on entend par humanisme. Si on définit l'humanisme comme le fait de prioriser les intérêts des humains au détriment de ceux des non-humains, et donc d'asservir le reste des animaux pour les humains, ce qu'on peut appeler un suprémacisme humain ou un humanisme exclusif, alors là, évidemment, l'antispécisme s'opposera à l'humanisme. Par contre, si on définit l'humanisme comme les valeurs de respect, de considération, de bienveillance, de solidarité, etc., qu'on peut appeler un humanisme inclusif, alors là, l'antispécisme s'inscrit dans la continuité de l'humanisme, mais en étendant ses valeurs au-delà de juste les humains. Et dans la perspective sentientiste, on va étendre la considération à tous les êtres sentients, donc tous les êtres ayant des ressentis subjectifs. Et ensuite, on a la critique selon laquelle les antispécistes, en tant qu'individus, s'occuperaient des animaux, mais en délaissant les luttes qui concernent les humains. Bon là, la question est vite répondue. Non. Et ce non, je ne le tire pas d'une intuition. Les liens entre le spécisme et d'autres idéologies oppressives, les liens entre la violence envers les humains et celle envers les animaux, c'est en fait très étudié en psychologie sociale, et voilà un petit résumé de ce qu'on trouve dans ces études. Les personnes ayant plus d'empathie envers les animaux non humains font également preuve de plus de compassion envers les humains. Et inversement, les attitudes négatives envers les animaux sont corrélées avec des préjugés ethniques, le sexisme ou l'homophobie. On a aussi l'anthropocentrisme, donc l'opinion selon laquelle les humains sont intrinsèquement supérieurs aux autres animaux, qui est corrélée avec l'ethnocentrisme, donc l'opinion selon laquelle sa propre culture est supérieure à celle des autres. Quant au spécisme, il est corrélé à des attitudes plus négatives à l'égard des groupes infériorisés, et également au conservatisme politique, au manque d'ouverture d'esprit et au fait d'adhérer à des idéologies de droite. Et en moyenne, les personnes davantage spécistes ont des attitudes moins positives envers les artistes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les écologistes, les féministes, les homosexuels, les immigrés, les lesbiennes, les musulmans, les chômeurs et, sans surprise, les végétariens. On a aussi l'orientation à la domination sociale, c'est-à-dire l'adhésion à des hiérarchies sociales, qui est corrélée à un plus grand déni des émotions des animaux et à une plus faible préoccupation morale envers eux. Les personnes qui ont un niveau plus élevé d'autoritarisme de droite montrent moins d'empathie envers les animaux, plus d'antivégétalisme, plus d'approbation des justifications de l'exploitation animale et de volonté de consommer de la viande. A l'inverse, les personnes plus à gauche considèrent le végétalisme de manière plus positive et se montrent plus disposées à réduire leur consommation de viande. Donc ça, c'était surtout vis-à-vis de l'idéologie spéciste et des attitudes envers les animaux, mais on a aussi des corrélations selon le régime alimentaire. Par rapport aux personnes qui mangent de la viande, les personnes avec un régime végétalien sont, en moyenne, plus concernées par les problèmes environnementaux, ont moins de préjugés contre les minorités, montrent moins d'autoritarisme, là où à l'inverse, les personnes omnivores montrent plus de soutien à la domination sociale et aux structures autoritaires, et ont plus tendance à rejeter les relations inégalitaires. Et précisons que ces différences sont surtout marquées chez les hommes plus que chez les femmes. Et ça vient pas d'une étude mais d'un sondage IFOP, les hommes qui se qualifient de viandards votent davantage à droite, et les gros consommateurs de viande rouge adhèrent beaucoup plus aux stéréotypes sexistes. Bon, rien d'étonnant vu que la consommation de viande pour les hommes fait justement partie des stéréotypes de genre. Et encore une que je trouve assez drôle, les hommes qui se sentent menacés dans leur masculinité sont plus susceptibles d'acheter de la viande rouge. Voilà pour l'alimentation, et par-dessus ça, on peut aussi noter des corrélations avec les violences directes sur les animaux. On retrouve plus de maltraitance envers les animaux domestiques chez les auteurs de violences envers les humains, telles que les violences conjugales. Voilà pour les corrélations, et évidemment je précise deux choses. Ce sont juste des corrélations, et elles n'impliquent absolument pas que toutes les personnes spécistes ont tous les traits qui y sont associés en moyenne, ni que les personnes antispécistes ou végétaliennes ont tous les traits qui y sont associés en moyenne. Ces corrélations ne permettent pas de faire des généralités.
et elles ne sont absolument pas suffisantes à elles seules pour décrédibiliser le spécisme. Ce qu'on peut raisonnablement faire à partir de ces données par contre, c'est tordre le cou à cette idée reçue comme quoi les antispécistes, et plus largement les animalistes, se préoccuperaient des animaux au détriment des humains. C'est archi faux. Et comment on explique ces liens entre les attitudes envers les animaux et celles envers les humains? Parce que là on a plusieurs corrélations, et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, une corrélation n'indique en rien une causalité. En recherche, il est courant de contrôler des variables pour vérifier si elles ont une influence sur ce qu'on cherche, et éventuellement de contrôler cet effet. Par exemple, on a une corrélation entre la consommation de produits animaux et l'autoritarisme. Mais on sait que les hommes, en moyenne, ont des plus hauts scores d'autoritarisme que les femmes, et consomment également plus de viande. Donc pour s'assurer que notre corrélation spécisme-autoritarisme ne soit pas juste due au fait que les hommes aient, en moyenne, davantage ces deux traits-là, on va contrôler la variable du genre en testant la corrélation au sein du groupe homme et au sein du groupe femme. Et c'est pour ça que souvent, dans un protocole expérimental, on contrôle les variables susceptibles de biaiser le résultat, ce qu'on appelle les variables confondantes, en ayant dans chaque groupe autant d'hommes que de femmes, autant de personnes avec telle ou telle caractéristique qui pourraient influencer les résultats, etc. Avec cet exemple du genre, même après contrôle de cette variable, on voit que le lien entre consommation de produits animaux et autoritarisme est toujours là, bien qu'on la retrouve surtout chez les hommes. Ce qu'on peut en conclure, c'est que la variable du genre à elle seule ne permet pas d'expliquer ce lien, sinon la corrélation aurait disparu en contrôlant la variable. Du coup, en testant plein de variables de cette manière, on peut toujours pas affirmer que tel trait est la cause des autres, mais on peut éliminer certaines variables, comme avec l'exemple du genre, pour réduire le nombre de variables pouvant expliquer les corrélations. Par exemple, le SDO, l'orientation à la domination sociale, les préjugés ethniques et le spécisme sont tous trois liés de manière significative. Et on va contrôler une de ces variables pour voir si les deux autres sont toujours corrélées. Si on contrôle le niveau de spécisme, la corrélation entre le SDO et les préjugés ethniques reste significative. Donc le spécisme n'explique pas l'association entre les préjugés ethniques et le SDO. Quand on contrôle les préjugés ethniques, là non plus, la variable ne semble pas expliquer l'association entre le spécisme et le SDO, puisque la corrélation est toujours significative. Par contre, une fois qu'on contrôle le SDO, donc l'orientation à la domination sociale, la corrélation entre le spécisme et les préjugés ethniques n'est plus statistiquement significative, ce qui suggère que le SDO peut expliquer le lien entre racisme et spécisme. Et en analysant comme ça chaque corrélation, les chercheurs ont mis en évidence que l'orientation à la domination sociale, c'était un facteur commun à la plupart de ces variables, et donc qu'une approbation générale de la hiérarchie sociale et des inégalités pouvait expliquer la relation entre le spécisme et d'autres types de préjugés. Ces données qui indiquent que l'orientation à la domination sociale est un facteur commun entre le spécisme et les attitudes à l'égard des groupes humains de faible statut viennent à l'appui du modèle de domination sociale des relations homme-animal, selon lequel le spécisme et les préjugés entre humains sont sous-tendus par les mêmes racines idéologiques. Et l'hypothèse qui en ressort donc, c'est que le spécisme et les préjugés ethniques seraient liés de manière significative parce que les attitudes envers les sous-groupes d'animaux humains et non humains sont fondées sur un désir généralisé d'inégalité et de relations structurées de manière hiérarchique. Autre exemple, on a une corrélation entre le racisme et le conservatisme politique, mais qui n'est plus statistiquement significative après la prise en compte du SDO. Ce qui soutient l'hypothèse que le conservatisme et le racisme sont corrélés parce qu'ils sont tous deux enracinés dans des logiques compétitives et de domination. Ce modèle dans lequel le SDO est une racine idéologique commune à différentes attitudes oppressives vient soutenir les philosophes et les activistes qui suggéraient déjà que les tendances préjudiciables envers les groupes humains et les animaux sont interconnectées. Et ça vient donner une explication psychologique de pourquoi ces préjudices sont systématiquement connectés. Mais c'est quoi précisément l'orientation vers la domination sociale? C'est une attitude et une préférence générale pour les systèmes sociaux inégaux et hiérarchiques, et pour que notre groupe, l'endogroupe, soit dominant et supérieur par rapport aux autres groupes, les exogroupes. Le SDO exprime un soutien général à la domination fondée sur le groupe, quelle que soit la manière dont ces groupes sont définis. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, les identités de groupe et le favoritisme pro-endogroupe qui va avec peuvent se faire sur n'importe quel critère, tant que la différence et l'identité de groupe sont rendues saillantes. Le SDO est corrélé avec des préjugés contre un large éventail de groupes humains défavorisés et la résistance aux politiques et procédures visant à réduire les inégalités. Et il est également corrélé avec le fait d'avoir moins d'empathie envers les autres. Les personnes avec un SDO très prononcé vivent davantage les relations sociales comme une lutte, où il existe une hiérarchie naturelle et où les plus forts l'emportent. Elles adhèrent à la hiérarchie et à la domination et pensent qu'il est normal que certains groupes en dominent d'autres et que les inégalités entre les groupes sont inévitables, acceptables et nécessaires.
Elles sont moins préoccupées par le bien-être des autres, ont tendance à avoir des préjugés à l'encontre de nombreux groupes et approuvent la compétition et les stéréotypes qui impliquent que l'inégalité est méritée, comme par exemple les croyances selon lesquelles les groupes à faible statut manquent de motivation. Et pour finir, elles sont plus susceptibles de soutenir des pratiques d'exploitation épuisant les ressources naturelles et de nier le changement climatique. Et elles considèrent les humains comme supérieurs aux non-humains. Inversement, les personnes peu orientées vers la domination sociale soutiennent plus des idéaux d'égalité qui atténuent la hiérarchie et privilégient la coopération. Voilà, et ce trait semble être en moyenne plus élevé chez les hommes que chez les femmes, indépendamment du contexte. Comme on l'a dit, le modèle de domination sociale des relations homme-animal suggère que l'orientation vers la domination sociale constitue un noyau commun aux différents préjugés envers les différents groupes infériorisés et permet d'expliquer le lien entre les attitudes spécistes et les différentes attitudes préjudiciables envers des humains telles que les préjugés ethniques ou le soutien à des politiques inégalitaires. Bon, évidemment, il y a des nuances et le SDO n'explique pas tout non plus. Par exemple, le spécisme est aussi corrélé négativement avec la préoccupation empathique, corrélation qui reste forte même en contrôlant le SDO, ce qui suggère que la préoccupation empathique pourrait également être un facteur amenant à des attitudes spécistes ou antispécistes. Et même après avoir tenu compte du SDO, le conservatisme politique est lui aussi toujours corrélé significativement au spécisme, et de même pour l'autoritarisme de droite. Et ce qui semble expliquer ça, c'est que ici, l'adhésion à l'exploitation des animaux ne se fait pas par préférence des hiérarchies comme pour les gens avec un fort SDO, mais par un désir conservateur de maintien du modèle social en place et de résistance au changement, où le végétarisme et l'antispécisme sont perçus comme des menaces pour les normes sociales. En tout cas, le fait de savoir que différentes oppressions sont liées, ça peut nous aiguiller sur des solutions. Est-ce que combattre un type de préjugé aura des répercussions sur d'autres types de préjugés ? Est-ce que combattre le SDO serait une stratégie efficace pour des répercussions positives sur les autres oppressions ? D'ailleurs, une solution qui semble efficace pour réduire le SDO, c'est d'augmenter le contact avec les groupes extérieurs. Et il semble aussi que les changements apportés à un type de préjugé peuvent avoir un impact sur d'autres types. Donc, qu'un contact positif avec des exogroupes, humains ou non-humains, peut abaisser les niveaux de SDO d'une manière à réduire ensuite les préjugés envers d'autres exogroupes. C'est ce qu'on retrouve dans des études où le fait de souligner à quel point les animaux sont similaires aux humains, c'est-à-dire qu'ils élèvent les animaux au niveau des humains, réduit les préjugés à l'égard des immigrés et élargit la préoccupation morale pour les groupes marginalisés. L'inclusion morale des animaux neutralise la déshumanisation des groupes marginaux. D'ailleurs, la déshumanisation, c'est aussi un sujet très étudié en psychologie sociale, et les travaux là-dessus peuvent nous aider à comprendre le lien entre le spécisme et les discriminations envers les humains. La déshumanisation, c'est un processus par lequel on rabaisse le statut des individus en les considérant comme moins qu'humains, souvent en les assimilant à des animaux. Du coup, ça les exclut de notre communauté morale et ils se retrouvent dépouillés de la dignité humaine, cette considération habituellement donnée à ceux qu'on inclut dans cette communauté humaine. Lorsque les individus sont déshumanisés et assimilés à des animaux, on leur refuse les caractères uniques de l'être humain et ils sont donc généralement considérés comme manquant de raffinement, de maîtrise de soi, d'intelligence ou de rationalité. Globalement, les gens ont tendance à percevoir les membres des autres groupes, les exogroupes, comme moins humains que ceux de leur propre groupe, l'endogroupe. La déshumanisation, c'est un élément essentiel des conflits entre groupes. Elle permet de réduire les comportements prosociaux envers les personnes déshumanisées et inversement d'augmenter les comportements antisociaux. Et elle permet un désengagement moral en minimisant la gravité des comportements violents envers les personnes déshumanisées et en minimisant l'empathie à leur égard. Elle a servi, et ça encore, à justifier beaucoup d'actes de violence, notamment en temps de guerre. Et même chez les enfants, la tendance à déshumaniser les autres est associée à plus de comportements agressifs et à moins de culpabilité et de remords vis-à-vis de ces comportements. Bon, et le lien avec le spécisme, il est où ? La déshumanisation est intrinsèquement liée à la croyance en la supériorité des humains sur les animaux. Par exemple, les métaphores animales signifient souvent une dévalorisation, voire du dégoût. Les personnes noires ont été, et sont encore, déshumanisées en étant comparées à des singes, et les juifs comparés entre autres à des rats par le régime nazi. Le langage de la déshumanisation, qui sert à qualifier les femmes de chiennes, les agresseurs de porcs et les gens qu'on considère idiots de pigeons, sert à les dévaloriser et à les priver de leur valeur morale. Mais ça marche que parce qu'on a déjà une image négative de ces animaux qu'on utilise comme des insultes. Et du coup, c'est pas étonnant au vu de tout ce qu'on a déjà dit, mais plus les personnes perçoivent un fossé important entre les humains et les autres animaux, plus elles sont enclines à la déshumanisation raciale. La croyance en la suprématie des humains sur les animaux est associée à l'oppression des groupes humains marginalisés. Cette croyance en une frontière insurmontable entre les humains et les animaux est au fondement de la déshumanisation des exogroupes humains,
puisque cette déshumanisation est rendue possible à cause de ce fossé moral entre l'humanité et l'animalité. C'est ça qui permet de retirer des humains du groupe humain, puis de les assimiler au groupe animal qui, lui, n'a pas cette considération morale. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. C'est l'animalisation des animaux qui rend possible l'animalisation des humains. Comprendre les fondements psychologiques des relations entre les humains et les animaux, c'est donc pertinent pour la lutte animaliste, mais aussi pour les luttes qui concernent les humains. D'ailleurs, lorsque les similitudes entre les animaux et les humains sont mises en évidence, non seulement le spécisme diminue, mais la préoccupation morale pour les groupes humains marginalisés augmente. Des études ont montré que le fait de mettre l'accent sur les similitudes entre les humains et les animaux conduit à une perception humanisée des immigrés. Et un truc intéressant à noter là-dessus, c'est que le fait de penser que les animaux sont similaires aux humains entraîne une augmentation de l'attribution d'une vie mentale et de leur statut moral. Ça, c'est pas surprenant, c'est ce qu'on vient de voir. Mais à l'inverse, le fait de penser que les humains sont similaires aux animaux n'entraîne pas cette augmentation. Pour diminuer la déshumanisation et de fait augmenter les comportements prosociaux, une méthode qui semble efficace, c'est d'augmenter les interactions entre les membres des différents groupes. On peut aussi promouvoir une identité commune en soulignant les similitudes des différents sous-groupes et en nuançant leurs frontières. Bon, formulé ainsi, ça donne envie de mettre la sentience comme très commun, mais ça n'a pas été testé dans les études. Et à une échelle plus individuelle, il semble que compléter l'identité des personnes stigmatisées en donnant d'autres informations sur elles, genre donner des informations sur l'âge, le genre, etc., atténue la perception déshumanisante de ces personnes. Mais il y a quand même assez peu d'études sur la réduction de la déshumanisation, et les auteurs concluent qu'au vu de cette rareté et de l'importance du sujet, la recherche là-dessus est une priorité assez urgente. Ce qu'on vient de voir sur la déshumanisation se recoupe avec des réflexions qu'on retrouve aussi du côté de la sociologie sur l'animalisation des individus, notamment chez Axel Peusbrot ou Kawatarachi, que je vous invite à aller lire ou écouter. Cette perspective sociologique montre que l'animalisation est un processus social qui extrait des membres du groupe humain pour les mettre dans le groupe animal. En ce sens, l'humanité et l'animalité sont des groupes sociaux qui ne reposent pas sur une catégorisation biologique. C'est pour ça qu'on dit que des gens manquent d'humanité ou ne sont pas humains, alors même qu'ils restent biologiquement des homo sapiens. Inversement, quand on dit que telle personne est un animal, on ne fait pas un rappel biologique. On utilise le terme animal pour renvoyer à une certaine position sociale. Et quand les membres de ces groupes animalisés s'en défendent en disant « on n'est pas des animaux », ils ne prétendent pas rejeter une classification biologique. Ils rejettent le stigmate d'une catégorisation sociale humiliante. Et de même, l'usage commun des termes hommes et femmes ne renvoie pas à des groupes biologiques, mais à des groupes sociaux, comme on l'avait vu dans la vidéo sur le genre. Si on était sur une définition biologique, ça ferait pas sens de dire être un vrai homme ou parler de garçon manqué. Cette dichotomie hiérarchique entre l'humanité et l'animalité permet de légitimer la domination envers les individus animalisés. Elle permet donc de nuire aux animaux, mais aussi aux humains animalisés. Et du coup, cette dichotomie est également un soubassement du racisme. Comme le disent Afesilko, militante antiraciste, la racine du racisme est cette distinction entre l'humain et l'animal d'un point de vue social. Le statut inférieur attribué à l'animal est une condition essentielle au fonctionnement du système raciste. Et c'est pour cette raison que réfuter l'assimilation avec le groupe des animaux en disant on n'est pas des animaux n'est pas la stratégie la plus pertinente et peut même s'avérer contre-productive puisqu'elle maintient la dichotomie humain-animal et l'idée qu'il y a des êtres qui ont de la valeur et d'autres qu'on peut moins considérer et moins bien traiter. Si on veut résoudre le problème de fond, il faut donc s'attaquer au spécisme et donc à l'animalisation et à la dévalorisation des animaux, pour qu'on ne puisse plus dévaloriser des individus ou justifier des traitements défavorables en les assimilant à ce groupe des animalisés. Et en plus du racisme, la déshumanisation est aussi imbriquée avec le sexisme, par lequel les femmes sont souvent animalisées, en étant par exemple assimilées à des chiennes, à des proies ou à des morceaux de viande. D'ailleurs, des recherches montrent que les hommes qui associent implicitement les femmes à des animaux montrent une plus grande propension à les agresser sexuellement. Comme on l'a vu, l'idée selon laquelle l'antispécisme se ferait au détriment des luttes humaines n'est pas avérée. Et au contraire même, vu que c'est le spécisme et les violences envers les animaux qui sont corrélés avec des attitudes préjudiciables envers les humains. Et au-delà des corrélations, le spécisme et les autres oppressions ont des structures similaires. Tout comme le racisme et le sexisme, le spécisme c'est un rapport de domination, un rapport de classe, dans lequel un groupe, ici les humains, en utilise un autre, ici les animaux, à ses propres fins. Mais c'est aussi un ensemble de stéréotypes et de préjugés psychologiques qui font un système de croyances oppressif selon lequel les individus n'ont pas la même valeur selon un certain critère. Ici, l'espèce, avec notamment l'idée que les humains ont intrinsèquement plus de valeur.
Et ce système de croyance fonctionne comme un mythe de légitimation du rapport social en place. Et on retrouve d'ailleurs de nombreux points communs entre les mythes utilisés pour justifier et légitimer le traitement des animaux et ceux appliqués aux groupes humains. Ces systèmes de croyance semblent reposer en partie sur un noyau commun qui est l'orientation à la domination sociale, qui est un dénominateur commun à de nombreux types de préjugés. Les attitudes et comportements préjudiciables envers les autres diffèrent selon certaines caractéristiques individuelles, différents parcours et contextes de vie. Et s'intéresser à tout ça pourrait permettre de mieux cerner et combattre les discriminations, comme on l'a vu avec les travaux s'intéressant à ce qui pourrait faire diminuer la déshumanisation. Autre exemple, il semble que l'exposition pendant l'enfance à des violences telles que la maltraitance animale ou les violences domestiques augmente le risque de maltraiter des animaux. Et il semble également qu'un enfant qui maltraite des animaux aura plus de chances d'être également violent envers des humains plus tard, mais aussi qu'il a plus de chances d'être lui-même maltraité dans sa famille ou à l'école. Donc étudier tous ces liens pourrait peut-être nous aider à une meilleure prévention de diverses formes de violence. L'étude des traits psychologiques comme l'orientation à la domination sociale permet de comprendre comment les oppressions se maintiennent en s'intéressant notamment aux croyances des individus. Et de manière plus systémique, on peut se questionner sur les facteurs sociaux qui favorisent ces croyances et cette préférence pour la domination et les hiérarchies. Les oppressions restent en premier lieu des rapports sociaux et les idéologies oppressives ne sont pas tant le résultat d'une réflexion que d'un contexte social. Elles sont surtout des moyens de légitimer des rapports de domination et d'appropriation. C'est là aussi une thèse déjà avancée par la sociologie et la grille de lecture du féminisme matérialiste, et cette analyse est là encore confirmée par des travaux expérimentaux en psychologie sociale. Et on verra ça dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à la dissonance cognitive relative à la viande et à l'exploitation animale. Évidemment, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ciao!